Pour s'assurer du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, des observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire. La mission d'observation des Nations Unies et de l'Union africaine vient d'échanger avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La campagne électorale est terminée depuis hier. Pendant 15 jours, les différents candidats ont sillonné les localités pour défendre leur projet afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Mais comment la campagne s'est-elle déroulée dans l'ensemble? Vous entendrez tout à l'heure le président de la CEI. Les appels pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire se multiplient. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vient de sillonner des localités pour inviter les populations à s'investir dans la paix. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Ajoutez au sommaire de cette édition la page culture. Notre invité est Bertin Kouadio, auteur ivoirien. Il vient de publier son 3e roman, Le Prix de la paix. C'est l'histoire émouvante d'une jeune dame du nom de Chloé qui a tout perdu, son mari, ses enfants à cause de la guerre. Mais au lieu de penser à se venger, elle va développer un programme pour promouvoir la paix. Avec notre invité, nous verrons comment Chloé a réussi à se surpasser pour pardonner. Le prix de la paix, nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant, voyons ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, à savoir l'élection présidentielle. Demain dimanche, 25 octobre, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour élire leur futur président. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus dans les différents bureaux de vote. Et justement, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé cet après-midi avec une mission d'observation de la CEDEAO, mission conduite par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. La rencontre de cette mission avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre des échanges avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. L'objectif est de recueillir leurs avis sur la bonne tenue du scrutin présidentiel de ce dimanche. Et Olusegun Obasanjo s'est dit satisfait du déroulement de la campagne électorale. Nous allons écouter juste un extrait de son intervention. City as a candidate on this occasion to find out how he feels about the preparation, about the way the campaign has gone. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président, mais beaucoup plus à lui en tant que candidat aux élections de demain, et observer comment les choses se passent sur le terrain et recueillir ses impressions quant à la préparation et l'organisation de ces élections. Et de même, nous allons rencontrer les autres candidats également qui prennent part à ces élections. Pour s'assurer du bon déroulement de ces élections, des observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire. La mission d'observation des Nations Unies et de l'Union africaine vient d'échanger avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces observateurs de l'ONU et de l'UA sont allés s'imprégner des conditions d'organisation du scrutin présidentiel, nous dit Hamza Diaby. C'est la délégation de la mission d'observation des Nations Unies conduite par l'ex-président malien Dioncounda Traoré, qui a été reçu en premier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après avoir rencontré le chef de l'État et plusieurs structures impliquées dans le processus d'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la délégation dit être venue s'imprégner des conditions de sécurité pour une bonne tenue du scrutin présidentiel. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le ministre d'État qui nous a donné des éléments d'information qui nous ont confortés dans le sentiment général que nous éprouvions, à savoir que le peuple ivoirien avait tiré toutes les leçons de la tragédie qu'il avait vécue et qu'en aucune manière il n'envisageait de recommencer ce qui s'était déjà passé. C'est l'ex-premier ministre sénégalais Aminata Traoré qui a conduit la délégation de la mission d'observation de l'Union africaine. Tout comme celle des Nations Unies, il a été aussi question des dispositions sécuritaires qui devront assurer un scrutin sans violence. Aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, pour faire le point justement sur la sécurité et lui dire un peu toute la bonne impression que nous avons eue jusqu'à présent sur la préparation du scrutin de demain. Nous lui avons également exprimé notre satisfaction quant au déroulement de la campagne qui a pris fin hier. Nous n'avons noté aucun incident sur l'ensemble du territoire et ceci est une excellente chose, une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le scrutin de demain se passe dans la même tranquillité, dans la même sérénité.
pour que l'ensemble des citoyens puissent librement exprimer leur suffrage. Et Monsieur le ministre d'État nous a également rassurés sur toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'à présent pour sécuriser ce scrutin. Après les audiences, les deux délégations ont pu visiter le centre de commandement des opérations du CCDO, l'unité en charge de la lutte contre le grand banditisme. Les explications du ministre d'État Ahmed Bakayoko ont pu donner aux deux délégations un aperçu de ce qui est fait pour maintenir la sécurité dans le district d'Abidjan. La campagne électorale est terminée depuis hier. Pendant 15 jours, les différents candidats ont sillonné les localités pour défendre leurs projets afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Mais comment la campagne s'est-elle déroulée dans l'ensemble? Le président de la commission électorale indépendante fait le point. Youssouf Bakayoko invite par ailleurs les Ivoiriens à se rendre aux urnes demain pour choisir le président. Nous l'écoutons. La campagne électorale qui a été ouverte le vendredi 9 octobre s'est achevé à minuit hier, vendredi 23 octobre. Aucun incident majeur n'a été relevé au cours de cette campagne. Chacune et chacun des candidats a pu présenter et expliquer à la population 15 jours durant son projet de société et ses ambitions pour notre pays. La commission électorale indépendante s'est réjoui du climat globalement paisible dans lequel s'est déroulée cette campagne. Aussi, voudrais-je exprimer la profonde gratitude de notre institution à tous et à chacun pour l'esprit de discipline, de convivialité et même de fraternité qui a régné tout au long de cette campagne électorale. Nos remerciements appuyés aux organes de presse et aux médias d'État en particulier qui ont joué leur partition au mieux. Merci également à tous nos partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent au quotidien dans la conduite du processus électoral. Chers frères et sœurs, le vote du dimanche 25 octobre, comme nous le savons et le sentons tous, constitue un défi majeur pour notre pays et notre jeune démocratie. Toute la classe politique ivoirienne et les observateurs avisés de l'évolution sociopolitique de notre pays s'accordent en effet à présenter ce scrutin comme celui de la sortie définitive de notre chère nation de ces clivages ethniques et tribaux qui ont causé tant de torts et de souffrances à notre pays. Avec l'appui du gouvernement ivoirien, des partenaires extérieurs et des pays amis de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a mis en place des mécanismes nécessaires à la tenue et au bon fonctionnement du scrutin du dimanche. Elle voudrait inviter maintenant chacun d'entre nous, électrices et électeurs, à exercer son droit fondamental légitime, celui de choisir le futur président de la République en toute responsabilité, dans le calme, la non-violence et la discipline. La Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Elle donne à cet égard, d'ores et déjà, l'assurance et la garantie à tous que seuls les résultats issus des urnes seront proclamés comme elle l'a toujours fait. Et on reste à la commission électorale indépendante qui était face à la presse hier pour faire la lumière sur la liste décriée par le candidat indépendant, candidat démissionnaire Charles Konan Banny, une liste qui, selon lui, serait entachée de doublons. L'affaire des doublons sur le fichier électoral dénoncé par le candidat Charles Konan Banny connaît peut-être son épilogue avec ce point de presse tenu dans les locaux de la commission électorale indépendante. Sur les 794 doublons annoncés le 18 octobre dernier par Charles Konan Banny, 7 ont été mis en relief dans une liste plus longue présentée le 22 octobre par son équipe.
Une analyse au cas par cas a permis de réfuter cette thèse des doublons. La liste électorale 2010, tout comme celle de 2015, est une liste électorale dite biométrique. C'est une décision qui avait été prise afin que notre pays dispose d'une liste électorale la plus propre possible, la plus crédible possible. Et éviter justement que certaines personnes puissent figurer 2 fois sur cette liste. Je le répète, données alphanumériques, nom, prénom, date de naissance, il y a même 15 éléments, et photo, empreinte digitale des 10 doigts. À telle enseigne que sur cette liste, il ne peut pas avoir une double inscription. Puisque, c'est pas moi qui le dis, les scientifiques le disent, sur cette terre, il n'y a pas 2 individus qui aient les mêmes empreintes digitales. Ça n'existe pas. Et les techniques développées permettent justement de détecter des doubles inscriptions par un matching biométrique. Les noms et prénoms, date de naissance et photos font partie des 14 critères alphanumériques et biométriques retenus pour authentifier et sécuriser chaque inscription sur le fichier électoral. L'un d'eux est imparable, c'est l'empreinte digitale. Chaque empreinte des 10 doigts de la main est numérisée et enregistrée pour chaque votant. Le jour du scrutin, un dispositif électronique présent dans chaque bureau de vote permettra d'authentifier le votant grâce à ses empreintes digitales. Bien qu'il puisse exister des similitudes de nom ou de date de naissance, il est impossible, selon la CEI, qu'une même personne puisse voter 2 fois avec la même empreinte digitale. Et la CEI qui rassure, les bureaux de vote ouvriront à l'heure demain, dimanche 25 octobre. Tout est fin prêt. La commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour le déploiement du matériel dans tous les lieux et bureaux de vote avant le scrutin de demain. On en sait plus avec Hamza Diaby. Commune de Yopougon ce samedi après-midi. Nous sommes à l'entrepôt de la commission électorale indépendante. Ici, l'on est à pied d'œuvre. Le déploiement du matériel est toujours en cours. Direction, les commissions électorales départementales et communales du district d'Abidjan qui, elles, à leur tour, les achemineront dans tous les lieux et bureaux de vote. Tous les bureaux de vote vont ouvrir avec tout le matériel. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu tout le matériel, isoloir, urne, bulletin de vote. Nous avons tout le matériel. Nous sommes en train de le convoyer dans les lieux de vote et dans les bureaux de vote. Demain matin, les Ivoiriens pourront aller voter tranquillement. Tout le matériel sera en place et nous ouvrirons à l'heure. Et quelles sont les pièces exigées pour prendre part au vote? Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la loi. La loi dit que l'Ivoirien vote avec sa carte d'identité ou avec sa carte d'électeur. Puis il ajoute qu'aucun Ivoirien ne votera 2 fois grâce à la biométrie qui est utilisée cette année. Les bureaux de vote ouvrent ce dimanche de 7h à 17h. Et les populations se préparent à Divo pour aller voter demain. Tout le matériel est fin prêt sur le terrain. Les agents de la CEI veillent à ce que tout se passe pour le mieux, dit Noël Nyagno. Divo, la capitale à la région du Logui-Bois. Nous sommes à 186 km au nord d'Abidjan. Pour la présidentielle du dimanche 25 octobre, la CEI, Commission électorale indépendante locale, déploie le matériel et le personnel électoral. Parmi ce personnel, mademoiselle Kaï Grasse. Nous allons présentement dans la sous-préfecture de Chiepo, précisément à Paul Cros. À combien de kilomètres d'ici? À environ 40 km de Divo. Vous avez conscience de la responsabilité que vous allez assumer demain? Oui, bien sûr, nous savons que c'est vraiment une grande responsabilité qui nous est confiée. Comme elle, ils sont 2122 scrutateurs à gérer les 674 bureaux de vote de la région. Des bureaux de vote quelquefois difficiles d'accès, d'où la prise en compte des motos pour le convoyage de certains scrutateurs. Il arrive que sur certains axes, le véhicule ne peut pas avoir accès à certains villages.
compte tenu de l'état des routes, surtout que nous sommes en saison de pluie. Il faut donc prévoir des motos pour prendre le relais au cas où les véhicules ne peuvent plus avancer. La région du Lodjibois, c'est 3 départements, 12 sous-préfectures. Et cette élection présidentielle de 2015 enregistre des innovations. C'est l'authentification biométrique des votants qui s'ajoute au traditionnel émargement sur les listes électorales. Il y a aussi des changements quant au transfert des résultats de vote. Le vice-président de la CEI a expliqué tout cela à notre reporter Christelle Menant. Jour de vote ce 25 octobre 2015 et lors de ce 5e scrutin présidentiel ivoirien depuis 1990, les Ivoiriens voteront différemment. De grandes innovations technologiques ont été mises en place par la Commission électorale indépendante. Première étape, l'authentification de l'électeur à son arrivée dans le bureau de vote, un processus d'identification biométrique qui empêche un individu de se faire passer pour un autre. Les Ivoiriens, dans leur bureau de vote, découvriront qu'il y a cette fois-ci une tablette. Cette tablette a pour objet d'authentifier l'électeur. Dans chaque bureau de vote, vous avez tous les électeurs qui sont dans la base de données de cette tablette. Donc, quand l'électeur va venir, on a l'empreinte digitale de tous les 10 doigts. Donc, on prendra un des doigts au hasard, on mettra sur la tablette. Et la tablette va donc ressortir tout ce qui concerne l'électeur, si bien sûr il est inscrit dans ce bureau de vote. Donc, ça va nous permettre de savoir qu'il s'agit bien de l'électeur en question. Et c'est en ce moment, c'est après cette opération qu'on lui remet le bulletin et qu'il va dans le bureau de vote, il va exprimer son choix, il vient remettre le bulletin, il met le bulletin dans l'urne, il vient, il émarge, on met l'encre indélébile et on met sur sa carte à voter et il s'en va. Mais en plus, c'est qu'à une certaine heure de la journée, on peut avoir le taux de participation dans ces bureaux de vote. Parce que la machine va enregistrer au fur et à mesure tous les électeurs qui seront passés. Le vote terminé, vient maintenant l'étape du transfert des données après dépouillement et délibération. Là aussi, une innovation technologique est de mise. Les résultats vont être rentrés dans la tablette par le premier secrétaire qui va rentrer les chiffres, qui vont être confirmés par le deuxième secrétaire. Et si les chiffres sont justes, en ce moment, le président du bureau de vote les envoie et ça va arriver ici à la commission électorale indépendante sur une base de données. Mais si les chiffres, quand on va les rentrer, quand le premier secrétaire rentre, que le deuxième secrétaire rentre le chiffre, que ce n'est pas juste, la machine va leur dire non, c'est erroné, vous avez rentré des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Et ils vont reprendre l'opération jusqu'à ce que la machine dise que bon, c'est bon. L'opérateur qui nous assiste tout au long de ce processus nous a indiqué que des résultats qui sont partis du bureau X ne peuvent pas arriver différenciés ici. C'est les mêmes résultats que nous allons avoir ici. Mais en plus, les commissaires superviseurs viennent avec les procès-verbaux physiques parce qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on faisait avant. Donc les procès-verbaux physiques vont venir puisque nous devons transmettre les copies des procès-verbaux au Conseil constitutionnel. Tout ça, ça nous permet de faire une comparaison entre les résultats qui nous sont transmis et les résultats qui sont compilés à partir des procès-verbaux physiques. Ces deux innovations technologiques sont en soi un début d'informatisation du scrutin ivoirien. Le système limite les risques de fraude. Le modèle d'identification biométrique de l'électeur a été utilisé au Ghana, en Ouganda ou au Nigeria. Et les experts prédisent pour 2020 la généralisation en Afrique du vote biométrique à ne pas confondre avec le vote électronique. Et voici le processus de vote. Premièrement, présentation de la carte d'électeur ou de la carte nationale d'identité, vérification de la présence sur la liste d'émargement, vérification biométrique, remise du bulletin de vote et de l'enveloppe. Le votant se rend ensuite dans l'isoloir pour choisir son candidat, vote dans l'urne transparente, émargement sur la liste et enfin, le doigt du votant est imbibé dans de l'encre indélébile. Qu'en est-il du volet sécuritaire de ce scrutin présidentiel?
comment ces élections seront-elles sécurisées? Les forces de l'ordre sont prêtes pour assurer leur mission. Les Ivoiriens peuvent en tout cas sortir massivement pour voter en toute sécurité. C'est l'assurance donnée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Hamza Diaby pour le reportage. L'élection présidentielle de ce dimanche se déroulera sans heurts, sans violence, parce que les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. Ces mots sont du ministre chargé de la Défense. Paul Kofi Kofi assure que tout est mis en œuvre pour qu'il en soit ainsi. La qualité du dispositif qui jusqu'à présent a montré ses résultats, et ensuite la cohésion au sein des hommes, au sein de la troupe, au sein des unités, et enfin les moyens mis à disposition ne peuvent que nous donner des assurances sur le 25 octobre et sans se tromper, déjà anticiper que ces élections seront apaisées. Paul Kofi Kofi invite alors les Ivoiriens à se rendre aux urnes ce dimanche. Nous appelons la population à sortir massivement le 25 pour aller voter parce que tout a été mis en place pour qu'il en soit ainsi. Donc il n'y a plus de crainte, au contraire demander la sérénité et sortir massivement pour un vote populaire. Ce deuxième point de situation de l'opération Aube Nouvelle, la sécurisation du scrutin, annonce donc le déploiement effectif de 11 500 policiers, 11 500 gendarmes, 5 350 militaires et 6 000 casques bleus, soit 34 000 hommes sur le terrain. 552 nouveaux gendarmes commandos interviennent aussi dans cette opération de sécurisation du scrutin présidentiel. Cette force d'élite sera déployée sur l'ensemble du territoire pour sécuriser la présidentielle. On retrouve Hamza Diaby. Ces 552 gendarmes des 15e et 16e promotions de la caserne d'Agban reçoivent ici leur cordelette et béret rouge, les attributs de l'unité spéciale commando à laquelle ils appartiennent à compter de ce mardi 20 octobre. À la veille des élections, nous sommes très heureux de cette cérémonie, puisque avec cet homme qui vient de sortir, cela va renforcer le dispositif sécuritaire. Vous savez que la gendarmerie déploie 11 500 hommes, la police 11 500 et l'armée à peu près 4 milliers. Et vous voyez que tout ce monde-là qui va venir pour sécuriser les élections sont attendus et nous sommes heureux qu'une promotion de commandos vienne de sortir et seront immédiatement affectés sur le terrain pour aider et rassurer la population. Le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, lui a saisi l'occasion pour exhorter les nouveaux gendarmes commandos à s'approprier les vertus que sont l'abnégation et le sens du devoir. Ces deux promotions ont été formées pendant 6 mois à Kébéfia, dans la sous-préfecture d'Azaguié, sous la supervision du lieutenant-colonel Bassanté, stage au cours duquel 2 gendarmes ont perdu la vie. La commission électorale indépendante rappelle aux électeurs que le retrait des cartes d'électeurs a pris fin le 21 octobre dernier, que cependant, conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs n'ayant pas pu retirer leurs cartes peuvent le faire le jour du scrutin, c'est-à-dire le dimanche 25 octobre 2015, dans leur bureau de vote. La CEI les informe en outre que l'électeur qui ne dispose pas de sa carte d'électeur pourra prendre part au vote s'il dispose de sa carte nationale d'identité. La CEI compte sur l'esprit de discipline et sur le civisme des électeurs pour un scrutin apaisé. Le groupe de contact du système des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'OIF présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette présidentielle a échangé avec le PNCS, le Programme national de cohésion sociale. L'objectif est de se faire une idée de l'implication de cette structure en charge de la cohésion sociale dans le scrutin de ce dimanche. Sylvie Touré. Le programme national de cohésion sociale ne s'intéresse pas qu'à la reconstruction post-crise et à la réparation des victimes. La structure est aussi engagée dans la prévention des conflits et pour cette échéance électorale, le PNCS est aux côtés des candidats et des populations pour les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter pour éviter l'éclatement de violences et donc d'une autre crise post-électorale. Je ne sais pas si je peux l'appeler chaque, mais en tout cas, c'est les engagements des citoyens ivoiriens. S'inscrire sur la liste électorale, respecter les institutions et les dispositions en matière électorale, voter pour exprimer son droit de citoyen, voter le candidat de son choix, parce que c'est la liberté de choix, respecter le choix des autres citoyens
ne pas inciter à la haine et à la violence, ne pas porter atteinte à la vie humaine, parce que pour 2010, vous avez vu autour de 3500 personnes qui ont perdu inutilement la vie. C'est toute une batterie d'actions que le professeur Maria Toukoné et son équipe ont déballé devant la délégation du groupe de contact des organisations internationales. Un exposé qui a conforté les observateurs dans leur confiance au bon déroulement du scrutin. Plus nous avançons, plus nous sommes confiants à l'issue de ce scrutin. Et je crois que le peuple ivoirien surtout, est vraiment engagé pour qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de haine, que tout se passe dans la paix et la sérénité. Composé d'anciens chefs d'État africains et de membres de gouvernement, ce groupe de contact est l'émanation du système des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de bien d'autres organismes internationaux. Il entend apporter son expérience aux structures d'éveil et d'observation du scrutin présidentiel de ce dimanche. La commission électorale indépendante rappelle aux électeurs que pour l'élection présidentielle de demain, les bureaux de vote s'ouvriront à 7 heures pour se fermer à 17 heures. En outre, elle les informe que pour la dite élection, ils seront soumis après présentation de leur carte d'électeur ou de leur carte nationale d'identité à une authentification biométrique en apposant leurs doigts sur une tablette électronique. La commission électorale indépendante compte sur le civisme des électeurs pour un bon déroulement du scrutin. Et justement, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, les responsables de jeunesse des partis politiques engagés dans le scrutin présidentiel se sont retrouvés cet après-midi au stade Robert Champrou de Makori pour un match de gala avec des anciens footballeurs ivoiriens. Salif Ouattara. Communion totale entre acteurs politiques de tous bords, membres de la société civile, journalistes, artistes humoristes et anciens footballeurs internationaux. Ce samedi 24 octobre, au stade Robert Champrou de Makori, les mouvements politiques engagés dans le processus électoral ont chaussé les crampons le temps des matchs de gala autour du concept Foot Attitude pour une élection présidentielle apaisée, synonyme de la préservation d'un bon climat social avant, pendant et après le scrutin du dimanche 25 octobre. Les hommes politiques et les anciens internationaux se sont neutralisés 2-2 lors des 50 minutes de temps réglementaire. C'est finalement au tir au but que les anciens footballeurs remportent le match de gala Foot Attitude. Nous avons joué contre les anciens joueurs. Je ne savais pas que mon frère Konaté Navigué avait des talents. Il a marqué un but d'attaquant mais exceptionnel. Le message à retenir, c'est que nous pouvons travailler ensemble. C'était un bon message ce soir là ici au Champrou, pour que les élections se passent dans la transparence, dans la paix, pour que le vainqueur puisse appeler le perdant pour lui dire qu'il a perdu et que le perdant puisse appeler le vainqueur pour lui dire qu'il a gagné. Avoir cette belle image de la Côte d'Ivoire qui se rassemble, la Côte d'Ivoire qui gagne ensemble, et nous ne pouvons qu'être heureux. Nous avons œuvré pour cela. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, les hommes politiques, toutes tendances confondues, signent ainsi, autour du ballon rond, le pacte de la non-violence. Voilà, les appels pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire se multiplient. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vient de sillonner des localités pour inviter les populations à s'investir dans la paix dans cette période électorale. Le dimanche 25 octobre 2015, la Côte d'Ivoire amorce un moment crucial de son histoire. Le rendez-vous des urnes pour choisir le président de la République. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, revient de loin après l'élection présidentielle de 2010 qui a abouti à une crise. Progressivement, avec le soutien de tous ses amis, le pays a pu se remettre sur les rails. Pour le premier responsable de la diplomatie ivoirienne, chaque électeur doit aller et choisir librement son candidat en ayant en esprit l'intérêt supérieur de la nation. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, je vous invite à accomplir votre devoir, c'est-à-dire sortez massivement, allez voter pour votre candidat de préférence. Mais après ces votes, acceptons tous le résultat des urnes, parce que la démocratie, c'est cela. Pour Charles Dibi Kofi, le reste du monde a le regard tourné vers la Côte d'Ivoire. Cela permettra, au niveau international,
de consolider la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui a été assise. Aujourd'hui, le monde extérieur, beaucoup de dirigeants apprécient tellement qu'ils attendent de la Côte d'Ivoire que nous confirmons cela. Après le vote, la proclamation des résultats sera faite par la Commission électorale indépendante CEI. La validation de ces résultats, elle, sera l'affaire du Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale pour le scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. La transmission des résultats se fera en plus des moyens habituels par le canal d'un kit biométrique de compilation des résultats à partir des bureaux de vote vers le siège de la Commission électorale indépendante à Abidjan, tout en assurant toute la communauté de son engagement à organiser des élections transparentes, équitables et crédibles. La Commission électorale indépendante invite l'ensemble de nos compatriotes au civisme et à la discipline. Voyons à présent cette caravane de la paix qui sillonne Abidjan et des villes de l'intérieur. L'élection là, c'est pas la guerre. Élection, c'est pas Niaga. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Comprenez un jour. Comment réussir des élections sans heurts? Cette préoccupation a suscité la mise en place du projet Vivre en Côte d'Ivoire. Initié par la structure Bogola en partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, la CEI, Commission électorale indépendante, OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, ce projet vise à sensibiliser la population à des élections apaisées. Le théâtre est donc utilisé à travers une caravane dans plusieurs quartiers d'Abidjan et de Grand Bassam. Je viens accompagner juste mon frère, qui est non-voyant, à voter, il y a quoi? Qui est non-voyant? C'est lui il est non-voyant. Je suis donc venue à Bassam pour sensibiliser mes soeurs, sensibiliser mes jeunes frères, mes enfants également, et même nos maris, pour leur demander d'aller voter massivement, pour ne pas avoir à subir un candidat qu'ils n'ont pas décidé d'avoir à la tête de leur pays. Démarrée le 20 octobre, cette caravane de sensibilisation à des élections apaisées et au renforcement de la cohésion sociale va s'achever le mardi 27 octobre à Yopougon. Voilà, vous savez que ce samedi 24 octobre a été décrété journée de deuil national en hommage aux victimes du Hajj 2015. Et justement, à l'occasion de cette journée spéciale, la rédaction vous propose le témoignage émouvant d'un pèlerin ivoirien miraculé de la tragédie de Mina. Cette banderole confectionnée par la famille Koné pour célébrer le retour de son candidat au Hajj 2015 résume son infinie reconnaissance à Dieu pour lui avoir amené El Hadj Adama Koné. Ce véritable miraculé de la plus tragique des éditions du Hajj, avec un bilan actuel de près de 2100 morts, ne doit sa survie qu'à l'intervention providentielle d'un inconnu. D'abord, il faisait chaud, on était à 50-55 degrés. À un moment donné, je sentais que je saignais, j'étais évanoui. Je ne sais pas vraiment comment. Je me suis retrouvé dans un centre de santé. J'ai eu la chance de voir un jeune Ivoirien, je ne l'ai pas vu. Au fait, le jeune Ivoirien m'a vu. Et il a insisté à ce qu'on me prenne en compte. Effectivement, j'étais couché parmi les morts. Bon, le jeune en question a insisté parce qu'il a estimé que le corps était chaud et que je n'étais pas mort. Effectivement, je n'étais pas mort, j'étais simplement évanoui. Il a fallu que le médecin arabe là m'envoie une aiguille. Voilà la trace de l'aiguille. Il a mis l'aiguille et j'ai vraiment bougé. Et quand j'ai bougé, Dieu merci, il a dit « Ah, il n'est pas mort ». L'une de ses compatriotes sur place aura aussi œuvré à la localisation du disparu. J'ai donné son nom et ils ont fait les recherches. Ils disent qu'ils sont allés le trouver. Ils l'ont emballé dans un linge qu'il était mort, en bas des cadavres. On était tellement inquiets que franchement, moi je ne tenais pas. Je passais tout mon temps à pleurer. C'est maman qui me disait, mais arrête de pleurer, va manger, arrête de pleurer, ça va aller. Il n'a rien, il va bien. Je n'ai aucun pressentiment négatif, donc je pense que ça va. 52 Ivoiriens ont péri à Mina et 7 sont portés disparus. Les autorités ivoiriennes ont promptement réagi de Mina à Abidjan dans le suivi et la prise en charge des pèlerins.
le personnage principal de l'œuvre écrite par notre invité Bertin Kouadio a vécu de pires atrocités du fait de la guerre survenue dans sa localité. Pour autant, malgré la douleur, la souffrance, elle décide de ne pas se venger mais de pardonner à ses bourreaux. Mais d'où vient donc cette force de pardonner de Chloé? Notre invité est là pour nous répondre. Bonsoir, Monsieur Kouadio Bertin. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, au moment où vous décidez de publier Le Prix de la paix, votre troisième roman, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à élire son futur président, c'est à dessein? Oui, évidemment, c'est à dessein. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire merci à la direction de la RTI, mais aussi au président Henri Konan Bédié, à qui je dédie cette œuvre. Parce que vous savez, le président Henri Konan Bédié est notre guide de lumière qui, avec un clin d'œil, illumine tout son pays et lui garantit paix et bonheur. Pour revenir à votre question, c'est à dessein parce que, vous savez, je suis à mon troisième roman, le premier juste avant les événements de 2002. Je l'avais écrit avant. C'était La victime des intérêts. J'avais le sentiment qu'on tendait vers une période assez délicate. Il fallait attirer l'attention des autorités et des populations, surtout des populations qui sont toujours victimes des intérêts des autres. Alors le prix de la paix? Et quand on revient au prix de la paix, justement, aujourd'hui, je dirais que nous avons la paix. Nous avons la paix parce que nous venons de loin. Et comme la Côte d'Ivoire vient de loin, je voudrais m'adresser d'abord au peuple africain, particulièrement au peuple ivoirien, pour dire que la paix est un bien inestimable. Et nous aurons le temps d'en parler pour ces 5 minutes qui restent. Merci. Alors, dites-nous, quel est le prix de la paix, puisque vous avez décidé d'en parler? Le prix de la paix, je dirais, c'est une tonne, c'est plusieurs tonnes de biens inestimables appartenant à chacun de nous. Et donc, c'est la somme de tous ces biens, parce qu'un individu dans une société peut perturber la quiétude des autres. Donc, c'est un bien commun que nous devons préserver. Et ce prix, il est inestimable. Donc, la paix n'a pas de prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Mais vous décidez de parler du prix de la paix. Et justement, quand on lit votre ouvrage, presque toutes les victimes dans votre roman ont vécu des choses indescriptibles à cause de la guerre. Des scènes d'horreur que vous relatez ouvertement. Oui, c'est important pour dire que dans un conflit, tout est possible. Tout est possible. Et comme tout est possible, il faut se pardonner. Parce que ce que chacun de nous vit ou a vécu depuis ces crises est tellement important que si on n'arrive pas à se pardonner, nous resterons en crise comme certains pays que nous connaissons aujourd'hui en Afrique. Et pour vous, pour pardonner, il faut se surpasser. On va regarder ce résumé de votre roman et poursuivre l'entretien. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle est à bannir de nos esprits, de nos idées et de nos cœurs. Ce conseil est de l'œuvre de Bertin Kouadio, intitulée Le prix de la paix, une invite au pardon et à la réconciliation. L'auteur, au travers de son personnage Chloé, qui même après avoir vécu toutes sortes d'atrocités et vu toute sa famille assassinée à Blocoutier, un pays imaginaire, demande que les victimes de guerre réussissent sans arrière-pensée, ni retenues à transcender à un dépassement de soi pour se réconcilier et construire une vie commune. Pour Bertin Kouadio, pharmacien de profession, la guerre est un poison dans l'esprit des hommes. Ainsi a-t-il choisi de lutter pour la prospérité des pays africains et d'instruire les populations sur la nécessité d'un pardon sincère pour une réconciliation vraie et totale, une réconciliation qui conduit au développement et au bonheur des peuples. Selon lui, il est possible que les victimes trouvent au plus profond d'elles la force nécessaire pour pardonner à leurs bourreaux. Cependant, les bourreaux eux-mêmes doivent également en toute humilité demander pardon pour l'obtenir. Œuvre de 208 pages scindée en 7 chapitres, Le prix de la paix appelle à plus de retenue et de responsabilité, ainsi qu'à une prise de conscience collective, seul prix pour la paix en cette veille d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Et c'était un récit de Sita Soro. Alors, M. Kouadio Bertin, est-ce qu'au nom de la paix, la victime doit s'oublier? On ne dirait pas que la victime doit s'oublier, mais la victime doit oublier. Je vous donne une image. Vous vous blessez avec un couteau ou une machette. Vous avez une hémorragie. Et donc, vous avez à arrêter l'hémorragie et à panser la plaie. Vous voyez? Donc, arrêtez l'hémorragie et pansez la plaie. Si vous arrivez à le faire, alors vous pardonnez. Si vous ne voulez pas pardonner, vous vous attaquez au couteau et à la machette qui vous a blessé. Donc l'hémorragie reste, donc les douleurs intérieures restent et ne cicatriseront jamais. Alors jusqu'où peut aller le pardon? Le pardon, il n'y a pas de façon de pardonner. Le pardon, il est total. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous et moi, nous avions été dans des positions diverses, nous nous sommes attaqués et nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous nous pardonnons pour pouvoir vivre ensemble. Où est la place de la justice dans ce processus? Écoutez, la justice sert à établir la vérité. Vous savez, quand vous subissez des choses, il faudrait que le bourreau, à un moment donné, sache qu'à un moment de sa vie, a été votre bourreau. Mais vous vous pardonnez parce que vous êtes appelé à vivre avec ce bourreau. Dans le cas de Chloé, le bourreau, on n'a pas vu quelque part qu'il est venu se repentir, mais elle a décidé de pardonner malgré toutes les atrocités vécues. C'est parfait. Elle n'a pas vu son bourreau, mais elle connaît ses bourreaux. Quand je dis elle connaît son bourreau, c'est la guerre, c'est les conflits. Vous voyez, j'ai décrit plusieurs événements dans ce roman. Et vous voyez que pour certains événements, c'est juste des bandits qui s'attaquent aux gens. Des braqueurs qui profitent aussi de la crise. De la crise. Et donc, quand un pays a sa sérénité, quand un pays connaît la paix, naturellement, il ne peut pas avoir d'insécurité. Et donc, l'insécurité est l'une des conséquences liées à la guerre. Voilà, liées à la guerre. Et donc, c'est important. Alors, Chloé a les moyens de recruter des gens pour se venger. Pour se venger. Mais elle dit non. Je développe un programme parce que ce que je viens de vivre, je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive cela. Donc c'est un abandon total. Alors, pas un abandon total, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle donc, ne s'abandonne pas. Expliquez alors. Elle ne s'abandonne pas. Mais elle ne veut pas, justement, que d'autres personnes subissent les mêmes peines qu'elle. À partir de là, elle se sacrifie. C'est un don de soi. Vous me rejoignez, c'est un don de soi. D'accord. D'accord. Alors demain, les Ivoiriens vont élire leur président. Oui. Que dire à ces électeurs, justement, qui ont vécu la crise post-électorale? Vous savez, j'ai toujours dit à mes amis, mais aujourd'hui aux électeurs, de regarder en face la Côte d'Ivoire, de regarder leurs enfants, leurs frères, leurs familles et leurs amis. Si nous aimons ce beau pays, nous avons le devoir demain de nous rendre aux urnes pour voter massivement dans la paix. Et là, vous adressez aux victimes, autant aux victimes qu'aux bourreaux. Bien sûr, à tous les Ivoiriens. D'accord. Nous allons terminer par cette belle conclusion. C'est un extrait de votre ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Vous dites, « Beaucoup comme moi possèdent en eux ces âmes. Ces âmes, ce sont la rancœur, la haine, la colère, le mécontentement, la méfiance, le désespoir et beaucoup d'autres choses encore. Je vais déposer les miennes aujourd'hui. Je demande que tous ceux qui portent comme moi ces types d'âmes les déposent en pardonnant tout. » Oui, c'est important. Vous savez, quand on parle de désarmement... Et ce sera votre phrase de conclusion pour terminer. D'accord. Quand on parle de désarmement, nous voyons que les armes. Et donc, quand on parle de désarmement, on s'attend à des gens qui viendront déposer physiquement des armes. Mais les armes, nous les portons. Les armes, il y a des armes que nous portons, c'est ces armes que vous venez de citer. Et donc, comme vous dites, c'est extrait de votre ouvrage. Voilà, extrait de mon ouvrage. Pour conclure, si vous me permettez, allez-y. Je voudrais m'adresser aux candidats. En quelques secondes. En quelques secondes. À ces candidats que la paix guide leurs pas, leurs paroles et leurs programmes pour que la Côte d'Ivoire puisse être en paix et dans la paix, dans le temps et tout le temps. La Côte d'Ivoire, après cette élection, comment vous la voyez rapidement? Je la vois prospère,
parce qu'elle sera une Côte d'Ivoire saine. Merci beaucoup. Allez-y. Où personne ne doute des résultats, où nous avons une élection saine, parce que les campagnes ont été assez saines. Merci beaucoup, Monsieur Bertin Kouadio. Merci en tout cas de votre contribution à cette reconstruction de la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame. C'est la fin de cette édition, préparée par l'ensemble de la rédaction et supervisée par Lassine Fofana. Rappelons que demain, c'est jour de vote. Les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour élire leur futur président. N'oublions surtout pas de continuer à entretenir ce précieux trésor dans notre cœur, la paix. Merci à vous tous.